suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Messieurs et dames, bonjour et bienvenue encore une fois dans votre émission de chaque samedi à partir de 4. Génération Consciente, votre émission de chaque samedi à partir de 14h15, une émission de Veille de la conscience, une émission qui décrypte toujours les thématiques qui animent l'actualité. Et de nos jours, nous allons essayer de changer avec M. Jackson sur la situation qui se passe à Nairobi avec la conférence qui a réuni les chefs d'État des États membres de l'East Africa Community qui ont pris comme priorité la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. C'est dans ces cadres-là que je juge mieux recevoir M. Jackson afin que nous puissions avoir juste un petit moment de décryptage sur ce qui se passe de l'autre côté et essayer de voir bien sûr si une fois l'adhésion de la RDC à l'Est Africa Community pourra juste permettre à ce que la sécurité revienne maintenant en RDC. Pourtant, c'était une chose que bon nombre déjà décrié avec le nombre d'organisations dans lesquelles la RDC se trouve, avec le nombre de dialogues que la RDC a déjà tenu avec les différents belligérants, mais lesquels dialogues ne parviennent toujours pas à accoucher une vraie solution par rapport à la situation sécuritaire de notre pays. C'est dans ce cadre-là, messieurs et dames, que nous allons devoir vous partager nos échanges ou bien nos réflexions sur ce qui se passe à Nairobi et voir si une fois ça pourra constituer une paix durable dans notre pays, la République démocratique du Congo. Sans toutefois tarder, nous allons devoir ouvrir ces grands moments d'échange, ces grands moments de réflexion avec Monsieur Jackson. Cher Jackson, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Et surtout, bienvenue encore une fois dans l'émission Génération Consciente. Merci beaucoup, vraiment, nous sommes très heureux. Oui, comme je venais de le dire, ou bien avant de continuer, je vais quand même rappeler que vous êtes communicateur au sein du parti dénommé IDPS Les Peuples. IDPS Les Peuples, c'est un parti politique de l'opposition. Oui, un parti politique de l'opposition, présidé par M. Valentin Moubakenombi, l'ancien conseiller politique de M. Etienne Tshisekedi Wamolomba. Merci bien. Sans toutefois tarder, il y a une conférence qui s'est tenue, je vais dire qui s'est tenue parce que ça a pris fin hier au niveau de Nairobi. Après l'adhésion de la RDC à l'East Africa Community, les chefs d'État de cette communauté ont jugé utile de se réunir pour essayer de traiter la question sécuritaire de la RDC parce que ça fait partie des questions qui animent l'actualité, si je peux dire, africaine. Mais est-ce que cela va constituer au moins une solution qui a été longtemps manqué? Oui, c'est une bonne chose parce que la question sécuritaire, c'est une question qui préoccupe tout le monde et tout le monde est obligé de mettre la main sur la pâte pour que la paix revienne. Mais vous devez comprendre une chose, c'est que les problèmes de la RDC sont à la fois exogènes et endogènes. Et donc, le fait de se rencontrer à Nairobi pour discuter sur les problèmes là de l'insécurité qui guettent l'Est de la République démocratique du Congo, ce n'est pas nouveau. Cette rencontre ce n'est pas la première fois que cette rencontre se tienne. Le Congo a déjà signé beaucoup d'accords et vous allez vous rendre compte que qu'en avril 1998, il y a eu un accord qui avait été signé, un protocole relatif en matière de sécurité qui donnait, c'est-à-dire l'autorisation à l'armée ougandaise de sécuriser, c'est-à-dire d'être dans la région. De mener une opération à l'est du pays. De mener une opération à l'est du pays avant que cet accord puisse être abrogé par celui qui exerçait la fonction du président de la République à l'époque. Mais le fait pour l'armée ougandaise de se retrouver sur le sol congolais, ça n'a pas empêché que cette même force puisse mener des exactions sur le sol congolais. Vous êtes sans ignorer les combats qui avaient eu lieu, ou la guerre qui avait eu lieu donc, dans la zone est, donc à Kisangani. Oui. Et pour ça, la RDC... La guerre de 6 jours, 6 et 8 jours qui a connu d'énormes drames. Oui. Oui. Et pour ça,
le Congo, donc l'Ouganda avait été condamné pour réparer les dommages causés et les préjudices causés sur Mais les sols malheureusement, congolais. jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais réparé parce qu'il y a une amende, ou si je peux l'appeler facture, qui leur a été déposée par les instances juridiques internationales, mais on n'a toujours pas trouvé solution, on n'a toujours pas réglé cette question-là avec l'Ouganda. Mais curieusement, avant que la question ne soit réglée, nous avons quand même constaté l'intervention de l'armée ougandaise encore en RDC pour juste combattre aux côtés des FARDC et chercher comment mettre hors d'état de nuire les groupes terroristes et des ADF NALU. Peut-on considérer cela comme une bonne chose ou comme une compensation par rapport à ce qui a été commis par cette armée ougandaise de ces années-là? Oui, ça serait une bonne chose si les partenaires étaient de bonne foi. Parce que quand vous appelez quelqu'un, vous appelez quelqu'un qu'il puisse vous aider pour un problème que vous avez qui date de longtemps, et qu'il vous aide réellement avec la bonne foi, c'est une bonne chose. Mais malheureusement, nous constatons qu'à l'est, c'est-à-dire Beni Butembo, et Ituri, les zones qui sont en proie à l'insécurité aujourd'hui, on avait décrété l'état de siège. Et après cet état de siège, on avait fait appel à cette armée ougandaise, une armée étrangère, pour qu'elle vienne, c'est-à-dire soutenir l'armée congolaise. Mais malheureusement, c'est plus de 8 mois que l'état de siège avait été décrété, mais les hostilités ne cessent de grandir à l'est, là où il y a cet état de siège, cette situation, cette mesure-là exceptionnelle. Et donc moi je crois que ce n'est pas ça la solution, le fait de faire appel à nos amis là ougandais, parce que ce n'est pas la première fois qu'ils entrent sur le sol congolais et qu'ils ne parviennent toujours pas à trouver la solution par rapport à l'insécurité grandissante à l'est de la RDC. Mais que doit-on faire encore? Parce qu'on a toujours pointé nos pays voisins comme auteurs de ce qui se passe comme crime en RDC. Et juste après un certain moment, on adhère dans les mêmes organisations avec ces pays voisins. Et après adhésion, on parvient juste à s'asseoir sur la même table avec ces pays voisins pour définir les modalités, les mécanismes à mettre en jeu afin de mettre fin à la guerre ou à l'insécurité qui sévit à l'est du pays. Mais à la fin des comptes, les solutions ont toujours été très loin à être trouvées. Que doit-on faire encore pour que d'un moment à l'autre, l'on puisse dire que voilà, grâce à l'adhésion de la RDC dans une telle organisation, la RDC parvient à respirer. On n'observe plus de massacres que l'on observe, mais on observe maintenant un climat de paix. Quels sont les mécanismes qu'il faudrait définir pour mettre fin à toutes ces atrocités qui se passent en RDC? Oui, c'est une question très pertinente. Nous avions proposé, nous, au sein de l'IDPS, le peuple, nous avions proposé les tribunal international pour le Congo, pour qu'on puisse, pour que tous ces gens qui avaient commis des crimes sur les sols congolais soient jugés et fixés sur leur sort. Mais malheureusement, cette initiative n'a pas été bien accueillie par les pouvoirs en place qui devaient booster cette initiative et permettre à ce que ça puisse avoir lieu. Parce que c'est anormal que vous puissiez appeler quelqu'un qui a participé à l'égorgement du pays, vous l'appeliez encore pour qu'il vienne restaurer la paix. Je crois que c'est anormal. Vous voyez les programmes là qu'on a créés, les programmes des PDDRCS, pour permettre à ce que les gens puissent être resocialisés, ceux qui prenaient des armes et qui étaient dans la forêt. Oui, c'est un bon programme, mais vous allez vous rendre compte que la plupart des animateurs de ces programmes, ce sont des gens qui se retrouvent dans les rapports mapping. Ils sont dans les rapports mapping et ils ont commis des gaffes au sol congolais. On leur donne encore une autre occasion de pouvoir se mêler dans une affaire de sécurité où ils peuvent encore faire beaucoup d'autres choses qui puissent mettre le pays à mal. Alors c'est anormal. Je crois qu'on devrait mettre en place ce tribunal international pour le Congo
pour permettre à ce que ces gens-là soient jugés conformément à la loi et de nommer des gens qui ont quand même l'éthique et qui ont l'éthique et qui puissent aider les pays à aller de l'avant, au lieu d'amener encore les vulgaires. Parce que si nous faisons les rétropédalages dans l'accord de Sun City, l'accord cadre global Sun City Pretoria, il y avait des clauses. Dans ces clauses, on parlait toujours de cette situation-là de sécurité, de l'insécurité. On prévoyait que l'on puisse pacifier les pays avant que l'on puisse partir aux élections de 2006. On prévoyait que l'on puisse pacifier les pays, que l'on puisse créer une armée nationale et républicaine. Et toutes ces choses pouvaient permettre à restaurer la paix. Mais malheureusement, nous sommes allés aux élections sans que ces préalables ne puissent pas être mis en application. L'armée aujourd'hui est infiltrée. L'armée nationale congolaise est infiltrée. Et ce sont les gens qui participent, qui ravitaillent, s'il faut le dire, et qui ravitaillent, entre autres, bon, directement ou indirectement, les groupes armés. Ce sont eux qui continuent toujours à diriger dans la même armée. Qui se retrouvent dans notre armée. Et ce sont eux qui donnent des ordres. Alors, cette situation ne peut pas permettre à notre armée de bien faire le travail et d'éradiquer les mal qui gangrènent les pays. Mais toutefois, je vous ai à un certain moment entendu parler du programme de démobilisation, désarmement, relèvement communautaire et stabilité. Moi, je pense bien qu'il nommait quelqu'un qui est passé par les groupes armés ou bien qui est passé dans des négociations avec les groupes armés à la tête. C'est une façon de permettre au moins de trouver des solutions qui soient fiables parce que là, on place quelqu'un qui maîtrise mieux ce qui se passe et très facilement, ayant cette maîtrise, on peut parvenir à trouver solution à ces problèmes. Mais comme nous parlons de la situation de la conférence qui a eu lieu à Nairobi avec les chefs de l'État, où nous pouvons encourager quand même la participation de nombreux groupes armés qui ont jugé mieux de s'y rendre afin de contribuer ou d'apporter juste leur contribution à la pacification de l'Est, nous pouvons dire que c'est quelque chose, c'est une bonne voie quand même qui a été empruntée par ces groupes armés, grâce bien sûr à la coordination de ces programmes dénommés PDDRCS, qui a jugé mieux en premier lieu intervenir à la sensibilisation de ces groupes armés. Bien sûr que ça a eu lieu, juste par exemple dans la province du Sud Kivu, avec l'implication ou la forte implication de l'organisation CADOM, collectif d'action pour la défense des droits de l'homme, laquelle organisation a aussi pris ces grands moments d'aller sensibiliser ces rébellions. Est-ce que nous pouvons dire que comme cette fois, ces rébellions ont accepté d'aller, ou bien ces groupes armés ont accepté d'aller à la table avec les autorités du pays, mais également avec les autorités des pays qui sont souvent ciblés dans ces rapports macabres et qui soutiennent ces rébellions, ces groupes armés, est-ce que nous pouvons dire que cette fois, on est sur la bonne voie qui pourra d'un moment à l'autre permettre la pacification de l'Est et de la RDC? Oui, ça peut permettre, comme je l'ai dit, il faut qu'il y ait la bonne foi. Aussi, il faut utiliser des personnes déjà qui sont intègres. Et comme on a pris comme l'organisation CADOM, CADOM est là, c'est une organisation sérieuse, connue de par ses œuvres sur l'étendue du territoire national. Et ça peut permettre, CADOM peut aider les gouvernements à jouer ses rôles et à faire en sorte que ces gens puissent être resocialisés. Mais il se pose un problème. Lorsque vous confiez une mission à quelqu'un, il faut lui laisser les champs libres. Est-ce que les organisations qui sont impliquées dans cette démarche, est-ce qu'elles auront les champs libres, elles auront la plénitude du pouvoir? Est-ce qu'il n'y aura pas de crocs à jambes? Parce que ce n'est pas la première fois, comme je l'ai souligné dans mon introduction, ce n'est pas la première fois que des assises pareilles aient lieu. Nous avions encore entendu à Goma, il y avait un accord avec les CNDP. Oui. Il y avait encore un autre accord avec les M23. Mais aujourd'hui, les M23 a surgi.
les M23 continuent à faire des exactions. Pendant qu'ils étaient sur la table des négociations à Nairobi, les M23 continuent encore à attaquer les positions des FARDC. Et donc cette situation montre que ces gens ne sont pas vraiment animés de bonne foi pour déposer les armes. Ensuite, il faut aussi, il ne faut pas seulement voir les côtés négatifs de ceux qui prennent les armes, il faut aussi étudier la cause. Qu'est-ce qui fait de sorte que ces gens puissent entrer dans la forêt? Est-ce que c'est parce qu'ils ne sont pas bien rémunérés? Ou est-ce que parce que le chômage est à grande échelle, ils n'ont pas quoi faire, ils sont oisifs? Alors, ils trouvent la seule opportunité ou la seule occasion pour faire la vie, c'est de prendre les armes. Il faut étudier tous ces paramètres. Et donc, la bonne gouvernance peut aussi permettre, sans aller sur la table des négociations, peut permettre à ce que ces gens puissent quitter la forêt. Si du moins vous trouvez vous créez des emplois, tous ces jeunes qui prennent des armes dans la forêt, ils n'accepteront pas de rester dans la forêt et pendant qu'il y a des travail qui les attend. Alors, ça peut permettre aussi de ramener la paix, de restaurer la paix. Une autre chose, oui. Les accords qu'ils signent, il y a eu un accord qu'ils ont signé à Nairobi hier, mais est-ce que cet accord sera respecté? Parce qu'à Kampala, ils avaient signé avec les M23, mais les M23, dans ses revendications, montrent que l'accord n'était pas respecté. Et s'il faut respecter les accords, c'est quel genre d'accord? On ne peut pas seulement respecter les accords qui risquent de mettre encore le pays en péril. Il faut que ces accords soient connus par la population et que ce soit accepté par la population, soit débattu au Parlement, comme le cas que nous avions connu. Cette entrée de l'armée ougandaise n'était pas acceptée par les parlements ougandais. Il y avait des contestations. Évidemment, oui. Parlant des accords, parce que nous avons eu quand même le temps de parcourir les différents rapports du CADOM qui a eu à travailler suffisamment sur la question de l'insécurité ou la question des groupes armés à l'est de la RDC. Le CADOM reproche au gouvernement de prendre des accords souvent avec les groupes armés, mais lesquels accords qui ne sont pas respectés par les gouvernements. Et là, dans son rapport, le CADOM montre que cela fait partie des problèmes qui fait à ce que, des points qui font à ce que la guerre ou bien l'insécurité ne prennent pas fin dans notre pays. Et dans ce même rapport, nous avons vu les CADOM souligner là-dedans, comment je peux le dire, c'est qu'ils considèrent comme situation endogène et exogène, tout en signalant que c'est toutes les démarches qui sont souvent menées par les gouvernements ne trouvent pas gain de cause parce que les gouvernements impliquent les organisations qui ne maîtrisent pas mieux les contextes. Est-ce que nous pouvons dire qu'à ce niveau-là aussi réside un sérieux problème qui fait à ce que l'insécurité perdure dans notre pays? C'est aussi un élément. Parce que quand vous confiez une tâche à quelqu'un qui ne maîtrise pas la situation, quel est le résultat qu'il va vous produire? Il fallait confier des tâches, comme c'est cette grande tâche-là qui concerne la sécurité sur l'étendue du territoire national, il faut choisir des gens ou des organisations sérieuses, comme nous l'avions souligné. CADOM a déjà travaillé sur ces... Donc, voulais-je dire, a déjà beaucoup travaillé dans ces sens-là, sur la question de la sécurité. Oui. Donc, c'est une organisation qui a l'expérience. Mais vous allez vous rendre compte, comme le pays est gangréné par une maladie là, qu'on ne sait même pas comment définir, on va encore faire le clientélisme. On appelle des gens parce qu'ils sont frères à tel, parce qu'ils se connaissent avec X, on les amène, on les implique dans ces programmes pendant qu'ils ne maîtrisent pas la situation. De telles personnes ne peuvent pas produire des résultats escomptés. Et c'est ça le problème que nous connaissons toujours. Même là où, comme j'ai donné encore l'exemple, même là où on a décrété l'état de siège, mais vous verrez les gens qui sont là sont peut-être d'un coin X, qui ne maîtrisent pas la situation. Au lieu de prendre des gens qui maîtrisent la situation, la situation sécuritaire de ces coins-là, on prend des gens qui viennent d'ailleurs, qui n'ont même pas l'idée de ce qui se passe là-bas.
ces gens auront des problèmes à pouvoir trouver la solution à ces problèmes. Merci bien. Dans ce même angle, nous avons suivi les différents groupes armés qui ont intervenu. Je vais commencer par Codeco. Codeco qui est bien connu grâce à ces massacres enregistrés dans la province de l'Ituri, qui se dit que non, eux n'ont pas participé à ces assises parce qu'ils ont été très tardivement invités. Et en deuxième lieu, ils ont évoqué un autre motif qui concerne l'attaque qu'ils ont eue juste quand ils cherchaient à se préparer dans les dernières minutes à aller participer à ces assises. Est-ce qu'on peut dire que c'est un motif valable de la part de ces groupes armés bien connus dans notre pays? Est-ce que, bon, parce que quand même, cette milice en question a promis de participer juste au deuxième tour des échanges ou des assises qui auront lieu sur la question de la pacification. Ce n'est pas un motif valable, d'autant plus que cette milice, c'est un mouvement insurrectionnel. Ce n'est pas un mouvement légal qui peut se dire que non, on doit m'informer légalement ou illégalement. Donc c'est une milice qui ne peut pas évoquer des motifs pareils. Mais parce que nous sommes dans un état qui est presque rocambolesquement malade, et donc l'État n'est pas à mesure de prendre ses responsabilités. Parce que si l'État congolais était responsable, on ne pouvait pas faire appel à ces gens. On ne pouvait pas négocier avec eux. On devrait directement les attaquer et mettre fin à ces hostilités-là. Mais comme l'État est incapable, bon, aujourd'hui tout le monde se targue à la poitrine et il fait tout ce qu'il peut. Toutes ces exactions qu'ils sont en train de faire là, Beni, Butembo, Ituri. Mais est-ce qu'ils ont droit de tuer? Ils n'ont pas droit, je pense. Nous avons suivi aujourd'hui, selon la radio Okapi, que la situation économique devient intenable dans la partie sud d'Irumu. Donc cette situation met en difficulté les habitants qui sont sur ces coins-là. Et donc, Codeco n'a pas vraiment raison de pouvoir avancer ces motifs. Dans ce même angle, nous avons également suivi les Mai Mai Mutetezi qui se sont directement attaqués aux États voisins parce qu'on dit que non, un dialogue de ce genre ne doit pas avoir lieu dans des pays qui sont considérés comme les pays qui soutiennent des rébellions, qui soutiennent des groupes armés étrangers et qui insécurisent l'Est de la RDC. Pour eux, ils ont demandé à ce qu'il y ait un dialogue franc en RDC qui réunit tous ces groupes armés d'origine congolaise qui insécurisent également la partie Est de la RDC parce que pour eux, ils ont essayé de démontrer qu'en RDC, il y a des groupes armés nationaux et des groupes armés étrangers. Eux essaient de montrer que non, ils ne sont pas pour insécuriser, mais ils sont là pour défendre leur territoire. Et quand tu parles de cette défense, eux disent que ce sont ces groupes armés étrangers qu'ils attaquent. Est-ce qu'on peut dire que pour eux, ça peut bien passer par rapport au contexte dans lequel nous nous retrouvons actuellement? Oui, si nous regardons la façon dont nos frontières sont gérées, il y a cette porosité. Donc nos frontières ne sont pas vraiment bien sécurisées. Et ce sont des voisins qui nous créent toujours des problèmes. Et quand ces groupes armés déclarent des choses pareilles, nous pouvons d'un côté leur donner raison. Parce que si vous regardez la manière dont le pays est géré et les plans là que nous attendons toujours parler par les gens qui envient le Congo, les gens qui sont animés d'intérêt, directement que ce sont les groupes armés qui parfois défendent les territoires nationaux, et sinon le pays serait déjà balkanisé, parce que la présence de ces groupes armés nous aide d'un côté à barrer la route à ceux qui ont cette idée-là de balkanisation. Merci bien. Pour continuer avec cet aspect des groupes armés étrangers, nous allons, avec la technique de Jean-Claude Kabika, nous allons suivre ces petits éléments que nous avons dit, où le président burundais essaye de donner sa position par rapport à cette situation de l'insécurité à l'Est,
où il appelle les Burundais qui insécurisent l'Est du pays de regagner leur pays. C'est avec Jean-Claude Kabika que nous allons devoir suivre cet élément. On a décidé de constituer une force régionale qui va alors s'occuper des opérations pour ramener l'ordre dans cette région. Alors pour cela, on a recommandé que les chefs des forces de défense de chaque pays, les commandants, les chefs de force vont se rencontrer dans 2 semaines pour planifier comment se fera l'opération compte tenu de cette situation. Et nous nous sommes convenus que dans 1 mois, nous allons encore nous rencontrer pour entendre le plan d'action qui sera présenté par les chefs des forces de défense des pays respectifs. Alors, je voudrais profiter de cette occasion pour aussi faire un appel aux Burundais qui sont à l'est du Congo. Comme je le faisais toujours, j'appelle toujours les Burundais, les criminels burundais, que ce soit criminels ou non criminels, qui sont à l'extérieur du pays, doivent rejoindre leur patrie. Si ils ont commis des crimes dans le pays, ils seront traités comme des enfants de la nation. Parce que même si vous êtes criminel, vous êtes traité immédiatement comme enfants de la nation. Alors je les interpelle à rejoindre le pays sans aucune condition. Sinon, s'ils continuent à persévérer, ils vont subir ces mesures qui ont été prises par cette conférence. Alors, en conclusion, on a décidé maintenant d'engager aussi les 2 pays qui n'étaient pas partis dans la réunion, la Tanzanie et le Sud-Soudan, parce qu'on a trouvé que la Tanzanie aussi a une frontière commune avec la République démocratique du Congo, et aussi dans le cadre de recrutement de ces groupes, ils cherchent aussi des jeunes tanzaniens. Donc c'est normal que la Tanzanie aussi doit être impliquée. On a finalement trouvé que toute la région doit être impliquée, et le Soudan du Sud aussi va être engagé dans ce processus. Vous avez entendu que les chefs des Merci bien de retour sur ces grands plateaux de Hope Channel TV dans Génération Consciente. Je rappelle que nous sommes avec Jackson, qui est le haut cadre, qui est l'un des communicateurs de l'IDPS, les peuples, avec qui nous sommes en train de décrypter ces thématiques qui touchent ou qui concernent la conférence des chefs d'État, des États membres de la communauté de l'Afrique de l'Est, où la RDC a récemment adhéré, la conférence en soi qui s'est passée à Nairobi, juste pour essayer de décortiquer la question sécuritaire de l'Est de la RDC. Nous venons à peine de suivre le président burundais, lui qui a dit que, parce qu'au premier jour, il a refusé de participer parce qu'il disait qu'il ne peut pas partager la même table avec des hypocrites. Et quand il parlait des hypocrites, il pointait du doigt juste le président rwandais. C'est en prenant la parole que lui a dit que non, voilà, moi, président burundais, je sais qu'il y a des rebelles burundais qui sont à l'est de la RDC, et si on peut les citer, nous pouvons citer par exemple les Red Tabara, qui avaient tenté le coup d'État de 2015, les coups d'État ratés, et puis après avoir raté leur coup d'État, ils ont jugé mieux prendre refuge à l'est de la RDC, dans les hauts plateaux du territoire de Fizi, du territoire d'Uvira, et puis lui lance un appel vibrant à toutes ces rébellions-là, à tous ces groupes armés-là, d'origine burundaise, de bien rentrer au pays. Il dit dans son appel qu'il va les accueillir comme les enfants de la patrie, parce que c'est le mot qu'il utilise, une façon de dire que non, lui ne va plus retourner en arrière pour parler de toutes ces atrocités-là, du coup d'État manqué de 2015, mais lui essaie de présenter les pardons qu'il peut accorder à ces gens-là. Est-ce que ça serait une bonne chose si le président rwandais
faisait une même déclaration, si le président ougandais faisait une même déclaration. D'abord, je parle du président rwandais parce que nous savons très bien avec l'affaire de 1994, avec le génocide, bon nombre de Hutus se trouvent dans les hauts plateaux du territoire de Calais, se trouvent dans les différents hauts plateaux de la province du Nord Kivu, mais qui n'ont toujours pas trouvé comment rentrer, juste parce qu'ils savent bien que s'ils rentrent, ils peuvent être traités d'une façon inhumaine. Est-ce que c'était un bon appel de la part du président burundais? C'était un bon appel, mais malheureusement, pour nous, ça montre la nudité du pays. Parce que quand un président d'un pays étranger reconnaît qu'il a ses troupes sur votre sol, sur notre territoire, ça montre que nous n'avons pas le contrôle de la situation. C'est aussi... Ce ne sont pas ces troupes, essayons de recadrer un peu, ce ne sont pas des troupes, mais ce sont juste des troupes. C'est juste un groupe armé qui a voulu, qui a tenté le coup d'État raté de 2015 sous le feu Peter Nkurunziza. Après que le coup d'État, après que ces groupes manquent à leur coup d'État, ce groupe en question a jugé mieux prendre refuge en RDC. Et ce groupe participe effectivement aux atrocités que nous observons dans ce coin-là. C'est ça, parce que quand on parle d'un réfugié, un réfugié ne peut pas entrer avec des armes. Ce sont des gens qui ont raté leur mission, qui voulaient renverser le régime au Burundi. Ils n'ont pas pu atteindre l'objectif. Ils se sont réfugiés au Congo, mais ils sont entrés avec des armes. La porosité de nos frontières. La porosité de nos frontières. Déjà, ça montre que nous n'avons pas le contrôle de la situation. Ça, c'est un problème. Mais aussi, je retiens une chose positive dans cette déclaration, parce qu'il dit clairement qu'il ne veut pas partager une même table avec les hypocrites. Donc, il sait que la plupart de ceux qui sont allés à Nairobi sont des hypocrites. Est-ce que Kagame peut déclarer des choses pareilles? Il ne peut pas accepter qu'il a des troupes en République démocratique du Congo, où il y a des rebelles qui ont fui le Rwanda et qui se sont réfugiés au Congo. Il ne peut pas accepter des choses pareilles. Nous l'avions suivi dans une déclaration où il dit que la RDC doit assumer ses responsabilités. On ne peut pas lui faire porter les fardeaux de tous les problèmes de la République démocratique du Congo. Donc ça montre qu'il n'est pas conscient de ce qui se passe au Congo. Même l'accord qu'ils vont signer là-bas ou qu'ils ont signé, est-ce qu'il a la bonne foi de pouvoir appliquer cet accord? Je ne crois pas. Et donc ça montre que nous devons, nous Congolais, le problème des Congolais, ce n'est pas aux étrangers de les traiter ou à l'étranger que les problèmes soient traités, mais les problèmes du Congo doivent être traités au Congo et avec des Congolais. Les problèmes des Congolais doivent être traités en RDC avec des Congolais. C'était la déclaration de l'un de ces seigneurs de guerre que j'ai cité, Raïa Moutete, si je ne m'abuse pas, qui a également déclaré que la question de la sécurité en RDC ne devrait pas aller se traiter ailleurs, mais c'est une question qui devrait se traiter en RDC avec les groupes armés d'origine congolaise, avec des groupes armés où leurs leaders se disent être en pleine défense de l'intégrité territoriale, mais malheureusement qui finissent par des bavures. Mais de sa part, il a quand même donné sa position par rapport à leur mouvement qui ne cesse de défendre, s'il défendre réellement l'intégrité du pays, ou bien s'il pille le pays également, si c'est de cette façon-là qu'il devrait défendre cette grande patrie, on ne sait pas, mais chacun a sa façon de défendre sa patrie, telle qu'on l'a toujours dit. Mais je ne crois pas à ce que la défense d'une patrie à travers un groupe armé soit la bonne tant qu'il y a une armée loyaliste à laquelle telle ou telle autre personne peut très facilement adhérer et marcher selon les prescrits des lois du pays. Mais quand vous adhérez à des groupes armés pour dire que c'est au travers des groupes armés que vous allez défendre cette grande nation, là, moi, je ne sais pas comprendre cette option. Je sais très bien qu'ils nous suivent également parce que quand nous passons des messages pareils, on ne sait pas qui suit et qui ne suit pas. Mais si une fois ces messages vous touchent, comprenez que dans Génération Conscience,
la seule façon de défendre sa patrie. Si une fois on veut adhérer à une armée, c'est adhérer aux FARDC. Bon, certes que les FARDC sont reprochés de certains mots, mais nous savons très bien que d'un moment à l'autre, les choses pourront avancer. Nous sommes toujours en train d'avancer dans notre émission. D'un moment à l'autre, nous allons vers la chute de notre émission. Mais que doit-on faire, cher Jackson, pour qu'au finish, l'on puisse voir une République démocratique du Congo unie, une République démocratique du Congo forte, une République démocratique du Congo où les gens ne seront plus massacrés matin, midi et soir seulement parce qu'il y a un problème de gouvernance du pays. Vous savez, aujourd'hui, le Congo est devenu un pays cosmopolite. On trouve tout le monde entre quand il veut, tout le monde sort quand il veut, il n'y a pas de contrôle. Vous allez vous rendre compte, nous tous qui sommes ici, nous n'avons pas l'identité. Donc, pour qu'on ait les certificats de nationalité, ce sont peut-être des dignitaires qui en ont, ou d'autres qui sont dans la fonction publique, et leur poste les exige qu'ils soient possesseurs ou détenteurs de ces documents-là. Mais il n'y en a pas au Congo. Mais vous verrez, les étrangers ont des cartes. Ils ont la carte d'identité de là chez eux. Ils ont aussi la carte d'électeur d'ici chez nous. C'est comme si chez nous, il y a toujours des élections chaque jour, parce que la carte d'électeur, c'est pour les élections. Mais ils sont en possession de ce document-là. Donc, il faut commencer par remettre le Congo sur les rails. Remettre le Congo sur les rails. Parce que le Congo a déjà perdu tous les caractères, tous les éléments qui caractérisent un pays. Ce n'est plus un État, le Congo. Alors, il faut couper les liens avec tous ceux-là qui commettent toutes ces atrocités. C'est-à-dire, ces gens-là... Ce n'est plus un État ou ce n'est plus un État digne de ce nom. Parce que quand ce n'est pas un État digne de son nom. Merci. Oui, parce que quand on dit que ce n'est plus un État, là, c'est dire beaucoup de choses. Oui, ce n'est pas un État digne de son nom, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent au Congo qu'on ne peut pas rencontrer ailleurs. Alors, il faut couper ces liens-là. La plupart de ceux qui nous dirigent ont des liens avec ceux qui commettent ces atrocités. Et vous verrez que ce sont ces gens-là qui les ravitaillent. Alors, pour mettre fin à cette situation, nous devons respecter nos textes. Parce que il y en a ceux qui sont dans la forêt par frustration, parce qu'ils trouvent qu'il y a une mauvaise gouvernance, et d'autres se justifieront en disant qu'ils ont fait recours à l'article 64 de la Constitution, qui leur demande de tenir en échec tout régime qui exerce les pouvoirs en violation de la Constitution. Ils se justifieraient de cette façon-là. Et donc, il faut le respect des textes, laisser le temps ou la possibilité à la population de se choisir les dirigeants qu'eux-mêmes ont voté, parce que nous attendons toujours parler des fraudes électorales à la République démocratique du Congo. Ça fait de sorte que les Congolais n'ont plus envie de voter. Si aujourd'hui on organise les élections, les Congolais vont vous dire non, qu'est-ce que nous irons faire là-bas? Il y aura toujours des résultats qu'on va nous proclamer. On ne va pas nous proclamer la personne qu'on a élue. Et donc c'est tout ça les problèmes. Il faut aussi encadrer notre armée. Mais malheureusement, comment vous allez encadrer l'armée là où il y a la mauvaise gouvernance? Donc, il faut commencer par la tête, comme on dit toujours que les poissons commencent à pourrir par la tête. C'est cela juste un sérieux problème. J'ai comme impression qu'à côté du chômage, à côté du chômage qui pousse nombreux jeunes d'emprunter la voie des groupes armés, il y a aussi ce problème du manque d'encadrement de notre armée loyaliste. Parce que si une fois notre armée était encadrée, chacun aurait vraiment ses soucis d'aller prendre cette adhésion ou de s'intégrer dans l'armée loyaliste. Mais malheureusement, lorsqu'il s'agit des vraies ou des bonnes formations qu'il faut passer à l'extérieur du pays, ce sont toujours des quotas qu'on voit en premier lieu. C'est comme si on lançait un appel à tout celui qui veut aller suivre sa formation militaire en Chine
en Russie ou aux États-Unis, ce sont ces mêmes généraux, ces mêmes colonels qui sont mieux placés, qui chercheront leurs enfants pour les envoyer là-bas. Si on lançait ce genre d'appel de recrutement, ce sont ces ministres, ces députés qui chercheront leurs cousins pour les envoyer là-bas. Mais quand c'est à Kamina, quand c'est au pays, ils gardent le silence. Ils attendent à ce que ce soit de jeunes vigueurs, parce que même dans la sélection, ça pose souvent problème. Parce que quand on lance un appel de recrutement au sein des FRDC, bon nombre de gens qui y vont sont souvent des enfants de la rue. Vraiment, moins sont des gens sérieux qui partent, mais on ne parvient pas à savoir si c'est avec cette façon de faire qu'on pourra construire une armée républicaine, une armée dissuasive, une armée capable de trouver solution aux problèmes qui se passent en RDC. C'est à ce point-là que nous allons citer... Je vais ajouter un élément Oui. sur ce que vous avez toujours dire. C'est un bon exemple. Vous verrez même lorsque Kabila est arrivé avec les 100 $, là, beaucoup de jeunes ont intégré l'armée parce qu'il y avait quand même quelque chose de consistant. Un autre élément, quand il y a offre d'emploi dans des grandes entreprises du pays, ces offres-là ne passent pas à la radio ou à la télévision. Mais quand on veut recruter les gens dans cette armée aujourd'hui, une armée qui est presque abandonnée ou délaissée, on lance un appel à tous ces gens. Et parfois, quand ils arrivent, ils ne seront pas pris en charge directement. Ils vont passer des temps en état de nouvelles unités sans être pris en charge. Et ça pose toujours problème. Et encore, quand c'est un avis de recrutement où les recrutés ou les retenus vont aller à l'extérieur du pays, on ne les lance pas également à la radio ou à la télévision. On les gère dans la boîte. On les gère dans des poches et ce sont les enfants des ministres et des excellences qui vont bénéficier de ces privilèges. Merci bien. C'est dans ce cadre-là que nous sommes en train de chiter. Juste en chita, je vais savoir quelque chose. L'opinion, nos téléspectateurs et téléspectatrices veulent savoir si, au moins, à quel moment on pourra parler d'une République démocratique du Congo forte lorsqu'on ne compte pas beaucoup plus sur l'armée congolaise. Comme je l'ai... Comme les groupes armés, nombreux groupes armés se disent être à la défense de l'intégrité territoriale, pourquoi eux ne ripostent pas pour aller juste intervenir dans des pays voisins où leurs groupes armés qui soutiennent interviennent chez nous, juste à terme de riposte aux actions que ces groupes armés étrangers posent ici chez nous? La première chose, c'est que les Congolais, dans sa nature, n'a pas cette mentalité-là de vouloir tracasser quelqu'un pour la chose qui ne lui appartient pas. Le Congolais se réjouit de ce que Dieu lui avait donné. Donc nous considérons le Congo comme étant un cadeau divin. Et donc là, nous n'avons pas à envier. Ce sont ceux-là qui envient ce que nous avons, qui viennent toujours créer des troubles pour déstabiliser la RDC. Deuxième élément, c'est que en dehors de nos frontières, nos amis ont le contrôle de leurs frontières. Et donc, si nous entrons, on nous contrôle. Mais nous ne contrôlons pas ce qui entre sur notre territoire, ce qui pose des problèmes. Les Congolais ne peuvent pas avoir cette possibilité. Et quand vous voyez les Congolais, même les mamans qui vendent des tomates pour aller à l'étranger sur ces territoires et donc pour entrer sur le territoire de nos pays voisins, ça pose toujours des problèmes, ça demande beaucoup de formalités. Merci bien. En fait, faudrait-il déclencher une guerre dans son vrai sens pour mettre fin à ce qui se passe à l'est de la RDC au lieu de passer de temps en temps à des conférences, à des sommets pour la paix, pour la sécurité à l'est, lesquels sommets, lesquelles conférences qui ne parviennent pas à trouver solution à la situation sécuritaire de la RDC? Faut-il déclencher directement une guerre pour trouver la paix à la fin de la guerre? Vous savez, la guerre, c'est le dernier moyen de résolution des conflits. Mais nous devons d'abord nous battre à l'intérieur du pays en tant que Congolais, prendre nos responsabilités, réclamer nos droits à l'intérieur du pays, voir comment chasser tous les régimes dictatoriaux et instaurer un leadership responsable. Lorsque le leadership responsable sera à la tête du pays, vous verrez que les groupes armés eux-mêmes vont s'éliminer parce qu'il n'y aura pas de lien avec ces leaders qui
pourra conduire le pays à sa destinée. Cher Jackson, vous êtes un haut cadre, vous êtes un communicateur de l'IDPS Le Peuple. Merci beaucoup d'avoir honoré notre invitation. Merci beaucoup. Nous sommes très heureux d'être associés à cette émission du Hope Channel. Nous saluons les compatriotes qui nous ont suivis et qui vont nous suivre après, même en rediffusion. Nous les saluons et nous leur disons bonne journée. Merci bien. Génération Consciente pour ce samedi se termine comme ça avec un débat ou avec une analyse, un décryptage de ces thématiques qui étaient axées sur la situation ou les assises qui se passent à Nairobi où les chefs d'État des États membres de la communauté de l'Afrique de l'Est se sont réunis pour juste essayer d'apporter la solution aux problèmes sécuritaires qui se vivent à l'Est de la RDC. C'est avec M. Jackson qui est cadre de l'IDPS Le Peuple que nous avons eu ces grands moments de décryptage de ces thématiques. Je rappelle que du côté de la technique, nous étions guidés avec Jean-Claude Kabika. Vous avez été très nombreux à nous suivre sur Hope Channel TV. Merci beaucoup à vous tous. Et je sais très bien que vous resterez branchés, connectés aux antennes de Hope Channel TV. Génération Consciente, c'est chaque samedi à partir de 14h15 et chaque mardi à partir de 20h20 en rediffusion. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. C'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tous semblant d'hésiter. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Messieurs et dames, bonjour et bienvenue encore une fois dans votre émission de chaque samedi à partir de